Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Tempo Afrique TV. Vous suivez l'émission Special Edition que vous présente Yves Kenao avec, bien entendu, la production de Malik Sall. Aujourd'hui, nous allons recevoir un grand homme, un homme de la politique togolaise, un ancien ministre, un ancien premier ministre, un ancien président de l'Assemblée nationale togolaise et aujourd'hui, le président du mouvement patriotique pour la démocratie et le développement. Il s'agit bien entendu de M. Kojo Agbeme. M. Kojo Agbeme n'est plus à être présenté pour beaucoup de Togolais. Ils le connaissent bien, il a occupé beaucoup de postes administratifs, il a fait beaucoup la politique togolaise et il est connu internationalement, surtout dans le domaine de la gestion portière, surtout dans le domaine de la gestion en un mot. C'est un expert en gestion, un expert en économie, un expert en comptabilité. Il a fait beaucoup de choses. Il a brillé en tant qu'étudiant, il a aussi brillé en tant que fonctionnaire, en tant que ministre, en tant qu'homme politique. Et aujourd'hui, il est là. Il apporte aux Togolais un autre remède. La pilule qui va permettre au Togo de connaître l'alternance. Et cette pilule-là, c'est celle-là que nous voudrions que M. Agbeme, le président du mouvement patriotique pour la démocratie et le développement présente aux Togolais, présente à la diaspora togolaise, présente à la diaspora africaine, au continent africain. Et cette pilule, je ne vais pas vous le dire, lui-même, il aura l'occasion de la présenter. Quelles sont donc les solutions, les approches de solutions que son nouveau mouvement va apporter pour que le Togo connaisse enfin une alternance durable, une alternance qui puisse profiter à tous les Togolais. Cet homme-là, c'est un homme de cœur, c'est un homme d'amour, c'est un homme qui partage tout, c'est un homme qui travaille dans la rigueur et dans les détails les plus petits. C'est un homme qui cherche la perfection et qui n'a jamais cessé de chercher la perfection jusqu'à ce qu'il atteigne. Et c'est cette perfection dans la rigueur de la gestion de la chose commune, dans la gestion des biens du Togo, pour l'intérêt général de tous les Togolais, que nous recevons sur les plateaux de Special Edition de Tempo Afrique TV, aujourd'hui, M. Agbeme. Avec votre permission, vous, les téléspectateurs de Tempo Afrique TV, je vous présente sur ce plateau de Tempo Afrique TV, M. Agbeme Kojo. Je vous signale que j'ai avec moi, dans ce studio, un confrère, Atiso Komevi, qui va de temps en temps poser des questions à M. le Président Agbeme. Alors, Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir Yves Kenao, comment vous allez? C'est aussi l'occasion pour moi de vous saluer et également de saluer vos nombreux téléspectateurs et leur dire toute la joie que j'ai donc ce soir ou cette nuit d'être avec eux, partager notre optimisme, notre volonté, notre engagement. Donc, de sortir rapidement de cette crise pour avoir un Togo réconcilié, un Togo uni, pour que nous puissions donc partager le bonheur national et avoir une fierté assumée et tracer des trajectoires pour espérer que demain, le Togo sera grand. Et ces filles et ces fils en seront contents. C'est la flamme qui nous anime et c'est aussi ça qui m'a amené à accepter l'invitation que vous avez généreusement envoyée à notre siège. Merci beaucoup. Ça nous va droit au cœur et nous vous en sommes reconnaissants. Monsieur le Président, vous êtes aussi l'ancien président de ce mouvement, de ce parti qu'on appelait OBU, qui est aujourd'hui Mouvement patriotique pour la démocratie et le développement. Le 20 octobre passé,
vous avez eu une convention nationale. Parlez-nous un tout petit peu de cette convention qui a donc abouti à la création du mouvement patriotique pour la démocratie et le développement. Non, la convention politique au but a été créée le août 2008 à Lomé, à Braoumé. Le 2 août 2018, elle a eu 10 ans. Nous avons fait le bilan de cette formation politique. Sa trajectoire heurte, parce que vous êtes témoin de cette tentative de dissolution de l'embassement gratuit donc, de ces dirigeants. Et nous avons tiré le bilan et nous avons constaté que cette formation politique a été persécutée. Elle a beaucoup fait peur donc à ceux qui nous dirigent. Même la couleur bleue, c'est qui est la nôtre. Il y a d'autres formations politiques qui sont dans le foie. Il faut dire qu'eux aussi veulent prendre le bleu. Il y a beaucoup de variétés dans le bleu. Mais en fait, ce qui nous a surtout motivés pour quitter une ère partisane, pour ouvrir, si vous voulez, une nouvelle ère où nous voulions rassembler les patriotes, c'est la crise que traverse le Togo. Cette crise nous a interpellés. Nous a fait comprendre que l'indépendance politique n'a pas été octroyée au peuple togolais. Les patriotes togolais ont obtenu l'indépendance en 1958, avant que le général de Gaulle ne se décide à offrir l'indépendance au pays africain. Ça veut dire que historiquement, des patriotes a eu des patriotes. Le MPDD n'est pas un parti politique, c'est un mouvement qui rassemble des militants transpartisans. Ceux qui n'ont pas trouvé leur place au sein de UNI, ceux qui n'ont pas trouvé leur place au sein d'autres regroupements, notamment le C14, ou d'autres qui ne militent pas du tout pour les jeunes, car il leur a sonné. Pour que nous puissions rassembler la nation, nous puissions faire émerger une république qui protège et libère, pour que nous puissions, en tout cas, donner la vraie dimension à une nation qui consiste à offrir le bonheur partagé, la prospérité au Togo. Au Togo aujourd'hui, je crois quand même que vous qui êtes de la diaspora, grâce à vous, beaucoup de familles aujourd'hui arrivent à subvenir leurs besoins. Mais si pas une politique audacieuse, intelligente, innovante, nous arrivons à répondre aux besoins de nos populations, je pense que si on vous sollicite, c'est pour des investissements et non pour la consommation. Et donc, nous avons donc élaboré une politique audacieuse. Je ne suis que la phase immergée de l'iceberg. Il y a plein de gens qui sont derrière, aussi bien au Togo qu'au niveau de la diaspora, déterminés à trouver une voie pragmatique et pacifique qui nous permet donc d'abréger la souffrance des Togolais. Voilà, si vous voulez. Et donc, pour peut-être compléter, notre nouveau logo est composé d'abord d'un coussinet. Ce coussinet-là, c'est la Constitution de la République. Ce sont l'ensemble des lois de la République, les règles du jeu. Sur ce coussinet repose une jarre qui symbolise la nation. Si les règles, la Constitution et tout ça sont mises en mal, la nation souffre. Parce que quelque part, c'est un eu le moyen de violer les lois. C'est pour ça que nous ne nous retrouvons pas. Regardez ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la... On ne peut pas être et ne pas être en même temps. On ne peut pas être de l'opposition et en même temps être de la majorité. Et donc, nous faisons des mots à l'envers et qui nous créent des problèmes. Alors la jarre, primitivement, ou premièrement, elle contient de l'eau qui est versée dans une calebasse. L'eau
c'est la vie. L'eau, c'est la purification, c'est la régénération. L'eau, c'est le développement de l'agriculture. L'eau, c'est la libération de nos femmes rurales. Mais au-delà, l'AJA contient toutes les richesses que les Togolais savent produire. Et donc chacun amène sa calebasse en fonction de ses besoins, en fonction de ses talents, en fonction de sa contribution au développement du pays sera servie. Toute vie est une mission. Nous devons le comprendre. Et chaque chose qui a un début a toujours une fin. Et donc, le problème qui s'oppose au Togo aujourd'hui, c'est parce qu'en 2002, bien que les leaders de l'opposition avaient été prévenus par que si vous loupez, vous boycottez ces élections, les règles du jeu vont être modifiées, la constitution va être modifiée, nous n'avons pas été entendus. Et c'est ça, on a modifié la constitution. Et c'est ça aussi qui a permis donc au président de la République de pouvoir postuler en 2005. Parce qu'en fait, en 2005, il n'avait pas 45 ans de moins prévu dans la condition donc, du 14 octobre 1992. Donc, l'AJA, c'est la nation, repose sur des lois, des règles. Si on dit qu'il ne faut pas marquer le but avec la main, ne marque pas le but avec la main et cherchez à être validé. Si on va du moins aux élections, il faudrait que vous soyez l'élu et non l'élu de l'administration, de la CENI et de la Cour constitutionnelle. Voilà, de toutes les conditions qui sont là. Voilà, Monsieur le Président, vous venez en quelque sorte de nous donner les raisons, les motivations qui vous ont amené à créer votre mouvement. Mais Monsieur le Président, vos objectifs sont très humbles, et très nobles et grands. On remarque, si vous me permettez, qu'il y a un radicalisme politique au Togo. Quiconque veut essayer d'être modéré, on lui attribue une étiquette. On le traite, hein? On le torpille. Comment est-ce que votre mouvement va arriver à faire comprendre aux Togolais que ce n'est pas l'intérêt de M. Kodjo, ce n'est pas l'intérêt uniquement des membres du mouvement, mais c'est l'intérêt général de tous les Togolais que votre mouvement poursuit? Vous savez, lorsque le passé n'éclaire pas le présent, l'esprit du monde se marche dans les ténèbres. Je l'emprunte de Tocqueville. Le radicalisme, l'opposition togolaise l'a pratiqué depuis le 5 octobre jusqu'à ce jour. Moi-même, à un moment donné, dans une autre vie, je l'ai pratiqué avec les maîtres qui l'ont initié. Ils n'ont pas eu les résultats. Au jour d'aujourd'hui, il ne faut pas, comment je dirais, chercher le radicalisme pour trouver des solutions dans notre pays. Il faut de l'intelligence. Il faut de l'habilité. Lorsque les radicaux criaient dans la rue de Lomé, le départ immédiat de force, le retour à la condition de 1992, avec tout ce que cela générait. Il y a des gens qui sont encore en prison depuis un an qui n'ont pas été libérés. Il y a des gens qui sont blessés à vie. Mais, et puis, pour calmer tout ça, le dialogue est venu avec la feuille de route. Si les gens ont l'esprit de rassemblement, un minimum de respect pour les autres, si on ne nous a pas abusivement exclus du dialogue, j'aurais demandé à l'opposition togolaise ces sujets-là. Ne peut pas procéder. Donc une seule chose, un nouveau redécoupage et un autre mode de scrutin. Vous savez aussi, autant que moi, que le scrutin passé, l'opposition togolaise avait plus de suffrages, moins de sièges que le parti. Et donc ça veut dire qu'il y a, pour les organisations asymétriques, si vous voulez, qu'il y a un dysfonctionnement. Comment se fait-il qu'avec plus de suffrages, on a moins de sièges, et une autre formation politique a moins de suffrages et plus de sièges? C'est cette équation-là qu'il faut chercher à résoudre. Je continue, pas clamer haut et fort que l'Assemblée nationale est le cœur de la démocratie. Le sanctuaire contrôle ceci, contrôle tous les pouvoirs dans le pays. Or,
au jour d'aujourd'hui, il y a des députés qui sont élus avec 15 000, 20 000 voix. Il y a d'autres qui le sont avec 3 000 voix. Est-ce qu'on ne peut pas faire un autre découpage? Je crois quand même que toute la question est là. Mais au moment où les incitations étaient fortes dans le monde, je n'aurais pas demandé le départ de Fonessing. Parce que, imaginez en France, lorsqu'il fallait réformer donc la loi du travail, et que le président Macron avait décidé donc de faire cette modification-là par voie d'ordonnance. Il y a eu beaucoup de manifestations dans la rue, il y a beaucoup de syndicats, il y a eu beaucoup de dans toute la France. Pour autant, on ne peut pas demander que le président de la République, élu démocratiquement, donc puisse donc abandonner ses charges. Et donc, moi, ici, je dis, si on m'avait demandé celui-ci, je n'aurais pas demandé le départ de fou. Je n'aurais pas demandé le retour à la Constitution de 1992. Ce que j'aurais fait, c'est ça. Si demain nous avons la majorité à l'Assemblée nationale, pour que de Montfort ne se présente plus de Montfort en 2020, les techniciens au niveau de l'Assemblée plus facilement. Est-ce que vous ne pensez pas qu'avec vos propos, vos adversaires vous diront que vous êtes unibis? Pardon? Est-ce qu'en vous entendant parler, est-ce que vous ne craignez pas que vos adversaires vont vous attribuer l'étiquette de unir? Vous savez, depuis le 27 juin 2002, où nous réclamions les réformes, et que ma vie fut mise en danger, et que je suis parti donc en exil, on a lancé un faux mandat international, un faux mandat d'arrêt international contre moi, protestant, où j'aurais détourné 5 milliards 600 millions de l'argent français de développement et 5 milliards donc également de la BOAD, tous ces crédits destinés donc à la modernisation du port autonome de Lomé. Les autorités bancaires et judiciaires françaises, après investigation, ont déclaré qu'ils n'ont trouvé aucune trace de détournement de fonds publics sur le compte de M. Aguillon Kodjo. Pour autant, lorsque le général Edema est mort et que le président Bongo, paix à son âme, paix à l'âme du général Edema aussi, m'avait demandé de venir donc à Libreville et que mon retour fut négocié, mais quand je suis revenu, pour les mêmes motifs qui ont été du moins déjà jugés en France, j'ai été encore arrêté. Et l'arrêt de la justice togolaise, c'est que le délit reproché à l'ancien premier collège du domaine de l'impossible ordonne sa libération immédiate et condamne l'État à ses dépens. Vous savez, le problème au Togo, c'est quoi? Si nous avons les mêmes ambitions, et si j'ai le moins de deux salariés, personne ne te dit d'un engagement insuffisant pour aider le peuple togolais à vivre dans un pays démocratique. Donc, j'ai payé cher, mais je répète, toute vie est une mission. Nous sommes de passage. Vous avez en vous, dans votre ADN, la mission que Dieu vous a prescrite. La mienne, elle se déroulera, quelle que soit de toute façon la volonté des hommes. Parce que rien ne peut donc contrevenir. Nous allons maintenant parler beaucoup plus de la crise sociopolitique au Togo, de l'intervention de la CEDEAO, du problème qui existe entre la C14 et l'UFC, et votre malheureuse expérience participative au cours des législatives de 2015. Alors, monsieur le président du mouvement patriotique pour le développement, pour la démocratie et le développement, quelles sont vos impressions sur la crise togolaise, sur la crise sociopolitique que traverse le Togo? Quelles sont vos impressions? Je disais que c'est le 19 août 2010 pour fondement la crise sociale et les difficultés des Togolais à joindre
se sont donné le droit de parler au nom de l'ensemble du peuple togolais. Je pense que c'est un peu prétentieux. Et ce que dénonce même le gouvernement aujourd'hui qui dit que le C14 a une posture hégémonique. Ils sont partis, mais nous considérons que l'ensemble des problèmes, des préoccupations des Togolais ne sont pas abordés. Parce qu'il y a des élections qui se profilent à l'horizon. Est-ce à dire que le lendemain des élections, ton cousin qui a 100 km quand à une nature particulière, on lui apporte des réponses, en tout cas de la même nature. Crise sociale, réponse sociale. Et donc, que oui, le gouvernement a décidé de mettre, par exemple, 100 milliards ou 200 milliards donc, pour la santé c'est comme ça, mais on ne l'a pas fait. Est-ce que le lendemain, nous avons une autre devrait se poser. Mais non, quant à la scène triste que nous avons vue à l'Assemblée nationale, donc relativement au choix donc, des représentants donc, de la C14 à chose, je dirais, à la je pense que c'est désolant. Et nous, au niveau du mouvement patriotique, pour la... Ouais. Les trois formations politiques en conflit, c'est unir, c'est... Vous attendez un peu, Monsieur le Président. Donc, tout détermine le résultat. Oui. Il y a un téléspectateur qui a une question pour vous. Oui, je réponds. Allez, monsieur. Bonsoir, monsieur. À qui est journée, s'il vous plaît? Je m'appelle Christian et je suis à Washington. Ok, monsieur le président du mouvement patriotique pour la démocratie et le développement est à votre disposition. Vous pouvez lui poser votre question. D'accord. Alors, voici ma question. D'abord, je voudrais féliciter d'abord le président pour avoir changé de son parti. Il faut dire que je le suis depuis longtemps et le parti aujourd'hui vraiment... de reprendre la question de la poser, ce qu'on n'entend pas ici. Il y a quand même une étiquette qui permet aux autres quand même de tuer. Et je me félicite pour avoir fait une déclaration tout à l'heure que le radicalisme ne sont pas au moment du radicalisme, mais au moment où il faut utiliser l'intelligence pour faire avancer les choses. Okay. Ma question maintenant est celle-ci. C'est-à-dire, en tant que membre de la diaspora et ayant vraiment suivi l'histoire du Togo et le tout et le pourtour de M. Alboyomé, dans le gouvernement togolais, au niveau de autant d'il y a des morts et jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'il peut nous dire concrètement? Qu'est-ce qu'il peut dire concrètement à la jeunesse pour que cette jeunesse puisse le faire confiance? C'est ma question fondamentale. Ok. Laissez qu'il réponde à cette question et vous allez continuer. Monsieur le président, est-ce que je peux paraphraser ce qu'il a dit? Oui, allez-y. Ok, il vous demande que vous avez passé longtemps dans le gouvernement du feu Yadema et il faudrait savoir qu'est-ce que vous pouvez dire à la jeunesse togolaise que vous allez faire pour cette jeunesse concrètement. Qu'est-ce que concrètement vous pouvez faire à la jeunesse de le lui dire? Je crois que sa question est pertinente. Dans la structuration donc, de la population togolaise aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui ont, il y a comment dire, à peu près ou un peu plus de 60% donc, de la population qui est essentiellement donc, composée de jeunes. En fait, les jeunes ou la jeunesse est le moteur de développement du pays. Par rapport à elle, nous allons revisiter la formation professionnelle
et l'éducation académique que nous donnons à nos enfants. Déjà à partir de la maternelle, et c'est là où on détecte les talents. Tôt, quels sont les centres d'intérêt déjà au niveau de la maternelle de l'enfant? Parce que l'objectif, la massification donc de l'enseignement a produit beaucoup de diplômés. Et beaucoup n'ont pas une formation technique, ne peuvent pas se prendre en charge, ne peuvent pas être des auto-entrepreneurs, créateurs d'emplois pour pouvoir ouvrir des perspectives à d'autres. Et donc, nous mettrons l'accent sur, en tout cas, une formation rénovée, adaptée aux besoins du marché et aux besoins également de l'évolution de toute façon aujourd'hui pour les rendre aussi compétitifs, non seulement dans ce territoire national, au niveau de la sous-région, pour ne pas dire au niveau international. Donc, il faut revoir l'éducation et fournir une éducation de qualité à toutes nos jeunesses. Deux, revoir le contenu également de la formation professionnelle. Et est-ce que nous avons l'habitude d'appeler souvent les déscolariser? Oui, les orienter vers les centres d'apprentissage. Au jour d'aujourd'hui, donc pour faire simple, on peut s'investir ou orienter les jeunes vers l'agriculture. Je pense que ça réussit dans beaucoup de domaines, dans beaucoup d'autres pays. Ça peut nous aider à avoir, comment je dirais, l'autosuffisance alimentaire, mais en même temps créer des opportunités d'emploi et de meilleures conditions de vie pour ces jeunes-là et d'autres jeunes. Il y a aujourd'hui le numérique. Il faut développer le numérique. Parce que chez vous, vous savez de toute façon tout ce qu'on peut faire avec le numérique. Donc il y a des listes d'emplois énormes là-bas. Maintenant, il faut encourager nos jeunes à créer des startups. Mais quand il est créé, les premiers crédits du monde pour démarrer, il faudra que nous... Ils sont bien formés. Ils sont bien responsables. Pour restituer à notre pays, parce que d'une manière ou d'une autre, une grande nation, c'est nos défis qui ont voulu l'éclat, la brillance de notre pays dans le monde. En tout cas, ceux qui nous ont précédés ont fait un travail magnifique, mais je crois que nos générations, de toute façon, je ne vais pas dire que pour que demain. Et donc, nous, notre objectif, c'est de créer les conditions. Toute l'expertise que vous, au niveau de la diaspora, vous avez là-bas. Voilà, je me résume au niveau de l'éducation de la formation, au niveau également de la formation du caractère, parce qu'avec les réseaux sociaux aujourd'hui, je ne veux pas raconter des choses que je n'ai pas vues. Je regrette parce que toi et moi, nous sommes en compétition. Ça aussi, nous devons donner une véritable formation civique, transmettre des valeurs, le respect de l'autre. Le respect de l'autre dans toute sa différence, dans toute sa dignité. J'ai l'habitude de dire aux gens, si nous deux, nous arrivons à Paris, on ne saura pas que dans l'hôtel de telle région, c'est des immigrés qui arrivent. Et donc, je crois quand même que le regard sur l'autre également doit évoluer. Et donc, les jeunes, les femmes sont au cœur de la politique que nous allons décliner. Et nous nous disons, non pas la science infuse, nous avons une stratégie, mais elle est ouverte. Les idées du monde que vous allez nous donner viendront nous nourrir également de toute façon ce que, au niveau de notre laboratoire, nous avons préparé pour libérer ce pays, donner la chance à tout le monde, parce qu'en fait, il n'y a pas un Togolais de toute façon plus grand que d'autres. C'est cette nationalité, le fait que nous partageons de les mêmes conditions, le même pays, comment dire, la même terre des aïeux, je crois que c'est ça. Donc, et cette volonté que nous avons de vivre ensemble et de bâtir quelque chose de plus grand que nous. Voilà ce que je peux lui répondre par rapport à sa préoccupation, parce qu'en fait, tout ce que nous faisons là, c'est pour les jeunes. Je ne souhaite pas que les jeunes aujourd'hui que nous trouvons, qui ont fait la maîtrise, qui sont à la maison, on a lancé un concours de recrutement de 2000 enseignants. Ils sont plus de 25 000 à se bousculer pour déposer le dossier. 25 000.
25 000, mais pour demi-place. Hier, c'était pour la douane, c'est le même spectacle. Ça veut dire qu'en fait, nous formons les gens, mais en fait, nous n'envisageons pas les politiques qui peuvent leur permettre de faire leur expérience dans la vie, de s'installer dans le circuit de production et de porter une valeur ajoutée à ce combat-là que vous déployez là-bas. Et je répète, si les choses fonctionnent bien ici, vos ressources que vous envoyez pour la consommation, pour acheter des médicaments, pour nourrir donc vos parents, ces ressources peuvent constituer des capitales pour lancer quelque chose, pour une activité qui génère des ressources. Voilà ce que je peux dire par rapport à la préparation que je trouve extrêmement pertinente. Ok. Chers téléspectateurs, est-ce que vous avez une autre question? Il est déjà parti. Alors, Monsieur le Président, j'ai un confrère ici, il s'appelle... Allô? Oui, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Alors, j'ai un confrère ici au studio, il voudrait vous poser une question, il s'appelle Atis Komivi. Alors, Komivi, votre question pour Monsieur le Président. Merci, Monsieur Yves Kenao. Monsieur le Président, vous n'êtes pas sans savoir que le Togo traverse une situation actuellement et on est arrivé à l'heure des recensements que la coalition des 14 partis a boycotté. Et quels étaient vos conseils à vos partisans concernant le recensement qui se fait unilatéralement par le pouvoir? Question pertinente. Vous savez, fondamentalement, je suis contre le boycott. Fondamentalement, je suis contre le boycott. Le problème est simple. Pourquoi politiser un acte administratif qui consiste à recueillir nom et nom des citoyennes et des citoyens, électeurs et électrices sur une liste électorale en vue de la constitution d'un fichier électoral national? Laquelle constitue donc un fichier national? En fait, c'est les services des débutants, ceux qui sont en âge de voter, on leur délivre leur carte d'électeur. Ce n'est pas un problème politique. Tu peux disposer de la carte, mais si tu ne veux pas voter, tu ne votes pas. Et donc, je dis, je suis contre cela. Mais maintenant, le bilan global. Le bilan global, parce qu'on a fait ce recensement sans, du moins, la C14. Le bilan global, c'est que demain, quand on va finir, on va auditer. Non seulement on va auditer, mais nous avons les clés pour savoir si le recensement est juste ou pas. N'oubliez pas, j'étais ministre de l'Intérieur. On a des clés. On connaît la structuration de la population togolaise. Combien sont-ils dans la région maritime, dans la région des plateaux, dans la région centrale, dans la région de la Cara, dans la région, on connaît. Et donc, si ça sort, donc, en tout cas, de ce cadrage, nous saurions qu'il y a encore des électeurs fictifs ou fantômes. Donc, qu'il faut purger. Parce que le recensement est une étape essentielle du processus électoral. Il y a aussi ce qu'on appelle donc la fraude au fichier. Si le fichier n'est pas consensuel, nous risquons d'avoir des problèmes après les élections. Et donc, je souhaite vivement que la C14, on retrouve sa place donc au niveau de la CENI, qu'ils s'asseyent tous et qu'ils vérifient la solidité, la fiabilité, la crédibilité du fichier avant qu'on engage dans le processus électoral. Alors, Monsieur le Président, merci, Monsieur le Premier je continue dans ce domaine-là. Est-ce que vous autres, au niveau de votre mouvement, vous avez donné le mot d'ordre d'aller se faire recenser, vous l'avez donné à vos membres? Nous avons demandé à nos membres d'aller, du moins, aller se faire enrôler. Nous avons même, quand on a constaté qu'à Lomé, qu'à l'intérieur du pays de la zone 1, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas recensés, nous avons demandé qu'on donne encore une semaine pour que, parce que les kits qu'ils ont déployés dans la zone 1, ces kits tombaient en panne, dans certains cantons, en tout cas l'enregistrement n'a eu lieu que pendant 2 jours. Et donc nous, je dis, un crédit pour financer leur activité. Je ne peux pas, moi, demander aux gens de ne pas aller s'inscrire. Pour autant, je soutiens la présence, l'impérieuse présence des délégués de C14
au sein de la CENI pour de toute façon vérifier en notre nom si ceux qui sont inscrits là ont le droit de l'être. Parce que nous avons eu des scènes, nous avons eu des renseignements. Ici également, des élèves qui n'ont pas 18 ans. Donc, dans le truc, et comment je dirais, dans le film, qu'on les enlève et que du mousse, avant qu'on ait aux élections, qui ont au moins consensus entre ces 14 et unir sur le fichier électoral avant que nous engagions aux prochaines élections. Monsieur le Président, dans vos interventions tout à l'heure, vous dites qu'on ne peut pas dire à un président élu démocratiquement de quitter le pouvoir. Est-ce que vous pensez qu'avec l'avènement de 2005, le putsch de Faure Gnassingbé, est-ce que vous pensez que Faure Gnassingbé est vraiment démocratiquement le président du Togo? Cher ami, la politique est l'art du possible. L'adversaire que nous avons en face, nous le connaissons. Nous savons quels sont ses ressorts. Maintenant, si c'est une révolution qu'on veut, c'est pas une révolution du moins que nous voulons donc faire partie de Faure Gnassingbé, il faut que de toute façon, nous disposions des moyens nécessaires pour ne pas éconduire le peuple. C'est pour cela que je disais tout à l'heure que moi, si on m'avait demandé conseil, ou bien ça, même penser, oublier, poser le problème de découpage électoral et de mode de scrutin. Or, je sais que si on fait un bon découpage, si on a on fait le choix d'un bon mode de scrutin, l'opposition aura la majorité. Si l'opposition a la majorité, justement, je vais terminer pour que vous compreniez. Si l'opposition a la majorité, l'opposition du mouvement a le gouvernement. Il a le gouvernement, il dirige également l'Assemblée. Il met toutes les institutions en place. Ce gouvernement-là peut donc poser un certain nombre d'actes qui doivent amener, en tout cas, les tenants du pouvoir à renoncer du moins à leur ambition. Voilà ce que je veux dire. Et ça, nous savons le faire. Justement, et donc, vous avez dit qu'il faut qu'il parte. Pour le moment, de toute façon, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, avec les dégâts humains, les dégâts matériels, les dégâts financiers, les dégâts économiques, il est là. Et rien n'a changé. On continue comme par le passé. Alors que ce que je dis, le niveau où donc, la contestation était arrivée, toute la communauté internationale, avec ce que je dis là, devrait donc soutenir et la diaspora et les populations de monde qui lui demandent à lever pour dire qu'un homme, une voix. Donc il ne peut pas avoir de distorsion. Un député ne peut pas rentrer à l'Assemblée avec 25 000 voix et son voisin donner à 1700 voix ou 2000 voix. Donc voilà, du moins ça. Si on fait la démocratie, on la fait pleinement. Si on ne veut pas faire la démocratie, ne disons pas qu'on fait la démocratie, mais de toute façon, il y a certains qui sont sur-députés et d'autres qui sont sous-députés. Là. Je ne pense pas que ce soit la bonne démarche. Merci, voilà. Monsieur le Président. Et j'ai rapidement deux petites questions pour vous. Et vous parlez du découpage. Moi, j'avais commencé à dénoncer le découpage depuis 2012. J'ai même fait des propositions à un candidat qui a été candidat aux élections présidentielles de 2010. Mais ils ne m'ont pas écouté, ils n'ont pas pris ça en compte. Qu'est-ce que vous faites concrètement aujourd'hui pour le découpage, pour avoir ce découpage, pour redécouper électoralement le pays? Et ma deuxième question, vous qui avez gravi tous les échelons au Togo, vous avez été président de l'Assemblée, Premier ministre, ministre de l'Intérieur, surtout ministre de l'Intérieur, comment pouvez-vous expliquer le soutien des cadres de l'armée au pouvoir d'aujourd'hui? Et quelles sont vos stratégies? On sait que vous étiez ministre de l'Intérieur. Comment se fait-il que vous n'avez pas des hommes qui pouvaient vous aider à comprendre
comment l'armée porte toujours et toujours chaque fois son soutien. Je dis bien les cadres de l'armée parce que je sais que ce n'est pas toute l'armée qui porte le soutien au pouvoir. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ça, Monsieur le Président? Oui, non, je vous ai beaucoup suivi. Vous savez, je vais commencer donc par la dernière question. En fait, je pense que c'est tout un processus historique. Mais je pense que au jour d'aujourd'hui, les choses évoluent beaucoup. Et vous parlez de cadres, ça veut dire que c'est des gens qui ont été à l'école, qui ont compris, qui sont aussi modernes, qui ont un logiciel donc, qui fonctionne également comme vous, qui ont également un regard assez interrogatoire sur la marche du pays. Nous avons de toute façon, et vous savez que donc l'armée est l'épine dorsale du pays, et que donc certains sont fortement républicains, on peut, comme du moins on le trouve ça et là, des gens peut-être qui ne respectent pas peut-être la discipline, mais globalement, je dis, par ce temps de conflit, par ce temps de terrorisme, notre armée, en tout cas, joue du moins son rôle. Mais maintenant, constitutionnellement, elle est apolitique. Constitutionnellement, elle est apolitique. Et il arrive que, bon, dans un passé pas trop lointain, nous avons eu des choses qui nous ont amenés à nous interroger. Et je pense que les stratégies que nous développons aujourd'hui pour essayer de trouver le chemin d'une sortie paisible de crise et également d'améliorer les conditions de vie des Togolais, de les amener à ne plus douter d'eux-mêmes, à avoir confiance, ce n'est pas ici de toute façon que nous les développons. Si nous les développons ici, de moins ces stratégies seront demain inefficaces. Alors, Monsieur le Président, j'ai un téléspectateur qui est en ligne et qui a une question pour vous. Alors, Monsieur Serge, bonsoir. Oh, alors Serge? Bon, on vient de me faire signe qu'il est parti. Alors, allô? 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 On me fait signe qu'il est parti. Monsieur le Président du mouvement patriotique pour la démocratie et le développement, Monsieur le Président, oui. Vous êtes un économiste. Je voudrais maintenant parler un tout petit peu de votre passage au port autonome de Lomé. Oui. Vous êtes économiste de formation, gestionnaire, et on a remarqué que sous votre direction, le port autonome de Lomé a connu beaucoup de réformes qui ont permis à ce port d'être là où il est. Est-ce que vous pouvez nous dire ici, ou bien dire au peuple togolais que vous allez mener votre politique, la gestion sereine que vous avez eue au port autonome de Lomé, que c'est avec cette méthodologie de rigueur précise que vous allez conduire le Togo si les Togolais vous donnent un jour la chance de le conduire? Vous savez, en tout cas, je peux dire que, humblement, que tout mon parcours professionnel et politique a été marqué par cette rigueur dont vous parlez. Au port autonome de Lomé, lorsque, à la fin de la crise, donc je fus désigné pour aller réformer le port de Lomé, beaucoup de mes amis me disent que mais vous dites qu'on vous donne beaucoup, mais comment on peut vous donner un tour aussi pourri? Et j'ai dit non, moi j'aime relever des défis. Quand j'étais arrivé au poste, j'étais en grève générale illimitée. Il a fallu de tout temps trouver les moyens pour arrêter la grève et engager les réformes. Je signale que lorsque nous étions arrivés au port, il n'y avait pas d'engin. Il n'y avait pas d'engin de manutention. Nous étions restés pendant 6 mois sans un seul navire. Et à la faveur d'une mission à Libreville, il y avait une réunion de port là-bas. Je demandais à mes collaborateurs qui m'ont accompagné là-bas, est-ce que vous connaissez des directeurs qui sont puissants là, qui gèrent très bien le port? Ils m'ont indiqué celui du Sénégal et celui du Bénin. J'ai demandé aux directeurs de voir. Et on a discuté. Et le Sénégal m'a dit, écoute, si tu ne fais pas les réformes, ils vont te chasser après. Parce que aucun ministre n'écoulera pour faire les réformes. Parce que le MIN, lui, veut être populaire. Et les réformes,
forcément de toute de l'impopularité. Et donc j'ai rassemblé le personnel, j'ai dit, écoute, ici, là, c'est zéro vol. Si quelqu'un vole, bon, une fois ce message passé, j'ai fait l'état des lieux. J'écoute ce que les cadres me disent le matin, mais la nuit, là, les anciens qui sont dans la boîte, je les appelle un à un. Et 1 heure, 2 heures, ils m'enseignent le boulot. Il y a ici, là, il faut fermer là-bas. Ici, c'est au bout de 2 mois, j'ai compris ce que j'avais à faire là. Le port autonome de Lomé commençait par Togolkopé, où nous avons érigé un terminal, le terminal du Sahel. Parce que quand du monde les cargaisons partent pour le Sahel, eh bien, il y a des coupeurs de route. Alors, chez nous, on dit que quand vous avez un objet de valeur et que vous soupçonnez quelqu'un dans la maison comme voleur, il faut le confier à la zone. Donc, c'est les policiers, les gendarmes, les douaniers, et puis, bon, ok, c'est des brigands qui coupaient. Donc, on a créé une solidarité sur la mer. Et au moins 3 fois par semaine, donc, on convoie les camions. Et donc, les gens trouvent que c'est sécurisant. Donc, on a ramené la confiance. Mais avant cela, nous avons créé ce qu'on appelle Alliance pour la promotion autonome, pour la promotion du port autonome de Lomé. Ça rassemble donc tous les acteurs de la communauté portuaire et nous allons au Burkina, au Niger, au Mali, pour aller vanter les mairies du port, écouter les gens, faire les magasins. Bref, ce qui s'est passé là, je pense que c'est un résultat collectif. C'est parce que le personnel est goûté de tout avoir mis l'orientation. Vous savez, au Togo aujourd'hui, là où du monde le personnel est le plus assuré, c'est au port autonome de Lomé. C'est-à-dire que si vous travaillez au port, votre conjoint est assuré et 6 de vos enfants. Hospitalisation, le foyer de 8 personnes, là, vous êtes remboursé à 80%. Achat de médicaments, vous êtes remboursé à 80%. En fait, ce sont ces mesures-là qui ont rassuré le personnel, qui donnaient donc le meilleur de lui-même. En fait, c'est l'idée aussi, donc pas la dévaluation. Quand on a dévalué, on dit que si on ne protège pas une personne, on ne peut pas aller loin. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé ça. Au jour d'aujourd'hui, je dis, il n'y a aucune police d'assurance qui protège mieux les travailleurs, du moins, mais en tout cas, de l'ensemble, si vous voulez, du monde de l'administration, parapublic, privé, mieux que du monde ce qu'on a mis au port autonome de l'Ouest. Nous avons pensé aussi qu'avec la dévaluation, on ne peut pas s'acheter de véhicules neufs. Nous avons créé le premier marché régional de véhicules d'occasion auto. Mais je ne peux pas vous dire combien ça rapporte par jour. Mais si vous fermez aujourd'hui, du moins ce parc-là, Lomé va brûler parce que vous avez des transitaires dedans, vous avez des mécaniciens auto, vous avez des peintres auto, vous avez des démarcheurs. Bref, en tout cas, il y a une révolution qui a été faite là-bas et du moins, comment je dirais, à la satisfaction des gens. Si Togolkopé s'est rapidement développé, c'est parce qu'on a érigé et le terminal de ça. Si Abiti-Kopé du moins, mais aussi a pris le problème, c'est parce que il y a cette démarche intelligente qui a permis, sans compter ce que nous avons fait du moins en Europe, on fait des sorties, on convainc les gens que le port autonome de Lomé, avec ses capacités nautiques, donc en tout cas, constitue la meilleure destination au niveau de notre sous-région. Et d'ailleurs, c'est parce que c'est cette politique-là qui m'a amené aussi quelques problèmes. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que j'ai signé une convention de financement de 5 milliards de francs avec la BOAD. Destiné à faire quoi? Le port, mais les pieux qui tiennent les quais sont complètement érodés. On a choisi la société UDECTO pour réaliser ces travaux. Les travaux ont été réalisés. Le président y a démarré, personne n'a. Et le premier conseil sont venus inaugurer. Pour autant, on a estimé que Guago a mis 5 milliards dans la poche. Et puis, j'ai eu un autre financement de 5 milliards 600 millions avec l'agent français de développement. L'agent français de développement disait, si vous enlevez Agbomey-Kodjo, quand ils vont mettre une disposition là dans le contrat, que si on enlève Agbomey-Kodjo là, on va annuler le crédit parce que la gestion faisait confiance. Nous étions sérieux dans ce que nous faisons. Et quand quelqu'un sort de l'université, on veut lui trouver un boulot, vous voulez aller à la BCAO, vous voulez aller à la BOAD, les gens disent que non, on va aller au port. Parce qu'il y a un esprit d'équipe, esprit d'entreprise. Les gars étaient fiers et portaient correctement le dossard du port autonome de Lomé. Bref, pour dire que c'est le même enthousiasme. Aujourd'hui, je vous ai dit que toute vie est une mission. Là, tu réaliseras ta mission avant de partir. J'ai une mission de vie. Essayez
autant que faire se peut, avec l'énergie, l'intelligence et l'expérience que j'ai, les hommes et les femmes que je peux drainer derrière moi, essayer, en tout cas, d'ouvrir une autre perspective pour le pays, essayer de montrer le chemin. Et je pense quand même que le jour où le Seigneur m'appellera, les gens diront que, ah, cet homme, voilà ce qu'il a laissé derrière lui. Ce n'est pas de toute façon pour soi, parce que la mission que nous portons, elle est plus grande, elle est plus grande, plus ambitieuse que Promsego. Voilà, j'ai un téléspectateur en ligne. Alors, monsieur Serge, bonsoir. Bonsoir, mon cher Kenao, comment ça va? Ça va bien. Vous avez, monsieur le président du mouvement patriotique pour la démocratie et le développement, monsieur Agbomé. Posez-lui votre question, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur le président. Ça a été un honneur pour nous de vous avoir en direct aujourd'hui sur notre télévision Tempo Afrique TV. Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez dit que si on dit de ne pas marquer le but avec la main et que vous le faites, en ce moment ça devient un problème. Et selon vous, qui a marqué ce but avec la main? Soyez un peu explicite parce que vous êtes un homme qui est aujourd'hui présidentiable et vous venez de créer un parti. Le parti... C'est un mouvement, c'est un mouvement. Le parti englobe vraiment tous les partis, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas des autres bords. Ouais. Et ça nous plaît. Mais aujourd'hui, il y a aussi un autre problème de la CENI. Et vous avez dit un jour dans l'un des journaux que le problème de la CENI, c'est le président fort qui doit réunir l'ANC et l'INC pour pouvoir régler ça. Maintenant, on n'a pas vu le président fort depuis cette crise. Est-ce que réellement le président peut avoir cette conscience de régler ce problème? Alors que M. Bamba dit qu'ils sont déjà loin et que ceux qui ne doivent pas venir, on les laisse. Mais ce qui est sûr, le 20 décembre prochain, on aura les législatives. Monsieur le Président, comment vous pouvez expliquer cela? Il faut que l'ANC, l'UFC et UNI s'entendent pour régler rapidement ce problème que la CENI rencontre et qui de toute façon a des dégâts collatéraux, notamment donc ce que nous avons observé à l'Assemblée nationale. Je rappelle donc à vos téléspectateurs que l'UFC a organisé une grande réunion à Lomé aujourd'hui. Et réunion au cours de laquelle l'UFC dit si le comité de suivi, les facilitateurs ou le comité de suivi lui demande de quitter donc la CENI, que l'UFC, qu'elle va obtempérer. Et donc, bon, c'est à ce niveau-là. Et je pense quand même que le comité de suivi, bon, ne va pas dénier à Jésus Olympio ou à sa formation politique d'être un membre donc, de l'opposition parlementaire. Donc c'est pour ça que j'ai dit, comme ça pose un problème parce que la loi portant statut de l'opposition, qui confère de toute façon le statut au chef de file de l'opposition, c'est dans la même loi. Donc ce dispositif donc, existe. À mon avis, c'est ce dispositif-là que le fait de se retrouver, d'être à l'Assemblée nationale et de faire une simple déclaration pour dire qu'on est dans l'opposition, on est dans la majorité, je pense que ce dispositif-là n'est pas bien. Donc, je souhaite vivement que ce problème-là soit réglé pour que tous les protagonistes s'asseyent sur les conditions d'organisation des élections, notamment donc le fichier électoral, pour que nous puissions, en tout cas, partir en confiance. Parce que quand on fait un processus dans la division, si les conflits ne sont pas réglés en amont, le lendemain des élections, ces conflits-là, de toute façon, vont encore revenir. Et c'est pour cela que je dis, de trouver donc on a un tout petit peu de problème de connexion. Ça va reprendre dans quelques instants. Pour le moment, je vous signale que vous suivez
l'émission spéciale édition sur Tempo avec sur Tempo Afrique TV avec comme invité d'honneur monsieur Agbéomé Kodjo, président du mouvement patriotique pour la démocratie et le développement. Il était en train donc de répondre à une question qu'un téléspectateur lui a posée. Et malheureusement, nous sommes en difficulté technique pour le retrouver. Avant de retrouver la connexion et surtout retrouver le président Agbéomé, je vous signale que M. Agbéomé a créé donc le mouvement, son mouvement le 20 octobre passé 2018 pour participer à la vie politique du Togo, pour apporter ses expertises. C'est un grand homme. Pas un grand homme, pas seulement économiquement. Pour ceux qui ne le savent pas, il fut un brillant étudiant. Il fut un brillant étudiant, c'est pas moi qui le dis. Vous allez en France, on vous le dira. Et il a fait ses preuves lorsqu'il est rentré au pays. Il a occupé des postes très importants où il a montré la rigueur dans le travail. La rigueur, je dis bien la rigueur. Et cette rigueur dans le travail parfait, dans le travail bien fait, c'est de cette rigueur-là qu'a besoin le Togo. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de rigueur. Quoi qu'on dise, il n'y a pas de rigueur dans la gestion du pays. Dans la gestion du pays. C'est cette rigueur-là. Le détail dans toute chose bien fait. C'est ça que ce monsieur est en train, ou du moins voudrait apporter au peuple togolais. Il vous a dit l'expérience qu'il a faite, tout ce qu'il a fait au port autonome de Lomé. Ce n'est pas seulement au port autonome de Lomé. Vous allez au niveau du ministère de l'Intérieur, il y a ses empreintes. Vous allez au niveau du ministère du Commerce, il y a les empreintes de M. Agbéomé. Vous allez au niveau du ministère de Jeunesse et Sport, il y a les empreintes de M. Agbéomé. Vous allez au niveau de la société qu'on appelait Sonacom, vous allez aussi retrouver ces empreintes. Partout où il est passé, il a laissé des empreintes indélébiles. Et c'est l'ensemble de cette expérience professionnelle, politique, qu'il voudrait apporter au peuple togolais. Et je pense que le peuple togolais a essayé beaucoup de théories. Beaucoup de théories qui n'ont pas abouti à ce que le peuple attend. Et aujourd'hui, alors, vous voulez dire quelque chose, monsieur le président? Vous m'entendez, Yves? Oui, je vous entends. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Non, ok. Au moins, la diaspora, tu vas me rendre hommage pour cela. Avant. Ok. Le passeport togolais, là. Ok. Souffrir, c'est la législature. La législature donc que j'ai conduite, qui a libéré le passeport au Togolais. Voilà. Avant, vous demandez autorisation parentale. Les vieillards de 70 ans, on leur dit d'aller chercher donc autorisation de leur père ou de leur mère avant d'avoir les papiers qu'on vous demandait. Les preuves sont là. Je peux vous envoyer la vidéo où on a dit qu'il faut que chaque Togolais puisse disposer de ce papier-là en moins d'une semaine. Monsieur le Président, faites-le, ça nous ferait plaisir. Et ça, comme ça, quand on ne sait pas avoir des problèmes, j'ai eu la chance donc de dîner donc un jour avec le patron, mais en temps j'ai envoyé une commission d'enquête parlementaire donc au service des passeports. Et il me dit mais qu'est-ce que c'est? Il dit vous nous avez aidé, ça a commencé par marcher, mais les vieux démons sont encore revenus. Et il a appelé quelqu'un de moi, il a chauffé. Et donc les choses sont rentrées dans l'ordre. Bref, on n'a pas chacun où il passe, il peut aider. Vous avez le Stade Kégué, c'est mon projet. Et donc j'étais tout jeune. Mais quand je demandais un stade d'un tel nombre de places, mon interlocuteur me dit où tu vas trouver les gens? Je dis on ne construit pas pour aujourd'hui. Le bureau togolais des droits d'auteur, ça n'existe pas. C'est moi qui l'ai créé. Et donc je peux multiplier. Nouvelle présidente de la République. Dans quel pays vous avez deux présidents? Dans quel pays? C'est la primature que je construisais là-bas. Quand le patron m'a demandé, on transforme ça en présidence. Moi, je serai là-bas et je te donne la présidence qui est de mon à la plage, comme du moins voiture. Je ne veux pas raconter tout ce qu'on a fait. Mais j'aime être entouré de gens compétents, des gens dynamiques. D'où tu viens ne m'intéresse pas. C'est ta compétence, ton engagement pour le pays, c'est ça. On partage une belle aventure. Si les résultats sont là, tout le monde est content. Et donc, on peut le faire. Il y a des gens intelligents au Togo. Mais il faut que ceux qui nous disent s'entourent des Togolais qui sont intelligents.
et qu'il fasse monter le pays. C'est pour voilà, ça que... Monsieur le Président, quel est votre rapport avec la diaspora? Qu'est-ce que vous avez? Quel est le plan que vous avez pour la diaspora? Pour nous, la diaspora, qu'est-ce que vous avez comme plan? Si demain, nous vous portons à la tête de la magistrature suprême au Togo, qu'est-ce que vous avez à nous donner, à nous offrir en échange? Vous savez, ouais. Ce projet a été construit avec les intelligences de la diaspora. L'exercice de ce soir, c'est pour vous convaincre à venir massivement porter par vos idées, par votre énergie, ce mouvement-là. Parce que je suis persuadé qu'il jouera de un rôle important dans la nouvelle ère que nous voulons créer pour le Togo. On va construire le pays ensemble. Ceux qui sont ici, qui portent le projet en ce moment, ne pensent pas ou ne se disent pas qu'ils connaissent tout. Vous allez venir avec le projet. Vous n'êtes pas condamné à vivre éternellement au niveau de la diaspora. Vous êtes parti là pour apprendre quelque chose, structurer votre vie, venir faire partager de ces expériences. Il y a beaucoup de choses que vous avez apprises là-bas, que nous pouvons de toute façon, intégrer dans la démarche pour transformer le pays. Si vous connaissez la prophétie qui pèse sur ce pays, ce que je dis, vous allez me croire. Et donc, la diaspora a sa place, donc, importante dans ce que nous allons faire. Monsieur le Président, vous savez, nous, ici à la diaspora, on a de sérieux problèmes pour envoyer des véhicules au pays. Et le dédouanement nous tue, franchement. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Le dédouanement nous tue. Est-ce que vous qui avez déjà occupé un poste au port autonome, est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs de la diaspora ici, sur Tempo Afrique TV, que si demain M. Agbemi devenait président de la République du Togo, la diaspora aura beaucoup de facilité à envoyer les véhicules, à envoyer les choses pour aider ceux qui sont sur le lieu. Hein? Je vais vous répondre. D'abord, dans la structuration de l'équipe gouvernementale, de l'architecture gouvernementale, il y aura un ministère des Affaires étrangères et des Togolais de l'étranger. Merci beaucoup. Doit connaître de l'ensemble de vos problèmes. Je connais les problèmes de la diaspora. C'était envoi de l'argent pour leur construire des maisons, on leur envoie de fausses photos. Quand ils reviennent pour chercher... c'est de fétichisme, c'est de maraboutage. Nous allons régler tous ces problèmes parce que, vous savez, les Togolais ont une maladie. C'est la maladie de la pierre. Si c'est des projets donc immobiliers qu'on doit lancer et que tout le monde vous allez acheter tout le monde sur en tout cas, sur le dossier et que bon, on va réaliser, on sait que c'est votre maison, il y a beaucoup de choses. Par rapport à ce problème de véhicules, nous allons intervenir parce que au-delà du problème de véhicules que vous posez, il y a des membres de la diaspora qui veulent amener des machines ici pour de toute façon en matière de santé ou en matière d'industrie qui sont fortement taxés. Tout ça également, tout cela fera l'objet d'une étude, d'une mise à plat et avec vous, et on verra de toute façon comment fixer les droits d'entrée pour ne pas décourager de moins les Togolais qui veulent venir développer leur propre pays. Ok, on a un téléspectateur qui voudrait vous poser la question. Allô? Oui. Oui, allez-y, monsieur. C'est toujours Serge? Oui, merci monsieur Kenao. Ouais. Je crois que aujourd'hui, la crise que nous vivons au Togo, je ne voudrais pas qu'on tente vers une autre crise avec le problème de la chimie. Alors, le président, que les pays sont partis. Est-ce que le président appartient à une personne qui a quand même vibré dans les deux gouvernements, si je m'exprime ainsi, peut user de son bateau pour croiser un peu soit le gouvernement et l'opposition pour essayer de leur dire voilà, nous avons une feuille de route de la CEDEAO, est-ce qu'on peut suivre ça, ou bien user de sa stratégie pour régler cela parce que c'est un fils digne de ce pays et à le voir, nous voyons réellement que c'est cet homme-là qui pourra peut-être être président plus tard, mais il ne le sait pas, mais il faudrait qu'on le lui dise. Il est caché, mais il faudrait qu'on le lui dise qu'il arrive quand même à user de sa stratégie pour pouvoir régler ce problème. Ok, je vous reprends ce qu'il dit. Oui. Je vous reprends ce qu'il dit. Il dit que vous avez fait les deux camps.
Vous avez servi au gouvernement et maintenant vous êtes de l'opposition. Est-ce que vous pouvez user de votre expérience d'appartenance à ces deux camps pour persuader le président de la République et l'opposition de régler, et la C14, de régler rapidement la crise au sein de la CENI? Vous savez, je n'ai pas attendu l'honneur que vous m'avez fait en me recevant donc, sur votre chaîne ce soir avant d'entamer les démarches pour que ce problème soit réglé. Parce que d'une manière ou d'une autre, ça ne donne pas une bonne image du Togo. Les gens veulent venir investir. Et donc l'image, c'est dans d'autres pays où nous voyons donc les députés se lancer des chaises. Ce qui s'est passé dans notre assemblée la dernière fois n'est pas bien. Et ce qui s'est passé est consécutif à cette difficulté donc de s'entendre sur un siège, donc au niveau donc de la CENI. Donc d'une manière ou d'une autre, enfin, je continuerai, même avant de venir ici, nous étions réunis avec des grandes personnes sur ces problèmes de la CENI. Et donc, je continuerai et je souhaite vivement que nos amis de la C14 puissent trouver leur place au niveau de la CENI, que les choses se fassent consensuellement et très rapidement. Et que tout le monde, le seul siège sur lequel tout le monde, c'est la bataille. Donc, se fait en ce moment que d'ici fin de semaine, là, qu'on puisse trouver donc une solution. En tout cas, je le souhaite vivement. Parce qu'en fait, si on ne trouve pas de cette solution, c'est de toute façon, le processus électoral risque d'être plombé. On peut aller faire des élections et aller légitimer le pouvoir qui est là. Mais en fait, de nos problèmes sociaux, les problèmes politiques, les problèmes de confiance aujourd'hui entre la population et le gouvernement, et tous ces problèmes ne sont pas résolus. C'est pour ça qu'il faut une démarche globale. Il faut une démarche globale. Au niveau de la CENI, faire installer les représentants de la C14 au niveau de la CENI, ils s'entendent sur les règles du jeu, ils s'entendent sur le nouveau fichier électoral avant d'aborder les processus de vote. Si nous ne voulons pas avoir des lendemains difficiles pour le peuple togolais qui a déjà beaucoup donné et qui attend de moins que, en tout cas, l'élite politique, que ses fils également lui rendent le sacrifice qu'il a fait pour eux. Voilà, notre téléspectateur a une dernière question pour vous, Monsieur le Président. Avec votre permission, nous le recevons. Allez-y, monsieur. D'accord. Merci, Monsieur le Président, pour cette réponse que vous avez donnée. C'est un peu politique et génial. Je veux aussi vous remercier. Alors, demain, si jamais tout va se faire, vous nommez Premier ministre dans le mouvement de Fort, est-ce que vous allez accepter? Si oui, vous l'acceptez. Est-ce que vous allez avoir les mains libres réellement de travailler? Bon, demain, nous sommes en train de voir jusqu'à ce que la feuille de route de la CEDEAO soit complètement mise en place et qu'elle soit adaptée. Et si jamais demain tout est fini, est-ce que vous pensez que le président doit aller encore pour un autre mandat pour laisser maintenant les Togolais le champ libre de se placer? Ok, je vous reprends ce qu'il dit rapidement. Sa première question, il demandait si demain, on vous choisissait comme Premier ministre dans le gouvernement de Faure Gnassingbé. Accepterez-vous cette position? Et si vous l'acceptez, est-ce que vous auriez les mains libres pour mener votre politique? Ça, c'est la première partie de sa question. La deuxième partie, il demande à savoir si Faure Gnassingbé, à la fin, si la crise se solvait, est-ce que Faure Gnassingbé se présenterait pour un autre mandat? Vous me suivez? Oui, je vous suis. Alors, on a un tout petit peu de difficulté pour joindre Monsieur le Président. Je rappelle à nos téléspectateurs que nous recevons cette nuit M. Agboime Kodjo, président du mouvement patriotique pour la démocratie et le développement. Alors, il est de retour. Allez-y. Oui, vous savez, le problème d'une nouvelle candidature de Faure Gnassingbé est une préoccupation pour
l'ensemble de la classe politique de l'opposition et pour beaucoup de nos compatriotes. La question qu'on peut se poser... Monsieur le Président, reculez-vous un tout petit peu parce que votre tête n'est pas... Voilà, merci beaucoup. Toutes mes excuses. Non, je dis, le problème est une préoccupation. C'est une préoccupation. Déjà, en 2014, moi-même, le premier, M. Agouibo et M. Jean Degli, le mandat de 2005 à 2000, le mandat donc non, de 2010, 2015, c'est le premier mandat de Foyan Singé. Et que de 2015 à 2020 soit le deuxième et dernier mandat définitif. Avant de faire cette proposition, nous avons pris des contacts, localement et en Europe. Suite à ce qui s'est passé du au Burkina, tout le monde avait peur. Et donc la proposition a été acceptée avant que nous la rendions publique. Mais nous avons été battus en touche en disant que nous n'avons aucune qualification donc pour pouvoir octroyer un autre mandat à Foyan Singé. Si nous avions été écoutés, 2020 ne devait pas poser de problème. Mais maintenant, pour régler ce problème en 2020, même si nous arrivons à faire la réforme dictée par la CEDEAO avant les élections présidentielles, il faut présenter au niveau de l'opposition qu'un seul candidat contre Foyan Singé. Si vous avez un seul candidat contre lui, investi par le peuple, avant midi, là, de toute façon, les jeux seront faits. Et maintenant, il ne faut pas que quelqu'un, lui, il se dise, moi, je vais le battre. Moi seul, laissez-moi aller, je vais le battre, et qu'il ne reçoive pas, comment je dirais, le soutien des autres leaders de l'opposition, qui fassent du moins acte de candidature solitaire. Si vous le faites, nous ne sortirons pas du monde de l'auberge. Et donc, pour moi, aujourd'hui, c'est pour ça que tout le monde doit avoir sa carte. J'avais dit du monde la dernière fois au cours d'une émission chez, en tout cas, une de vos consoeurs, que si tout le monde avait la carte et que nous choisissons un seul candidat, et on commence, et on dit c'est tel candidat qu'on vote, je crois que du monde à midi là, et du moins le président lui va reconnaître sa défaite. Mais dans tous les cas, il y a le fait inattendu. Quel est le plan de Dieu? Quel est le plan de Dieu pour nous cette année? Je ne le sais pas, vous aussi ne le savez pas. Mais en fait, dans le déroulé de toute vie, il y a des événements inattendus. Et je souhaite... Monsieur le Président, vous parlez beaucoup de Dieu, vous parlez beaucoup du plan de Dieu. Je reviendrai ça. J'ai une question pour vous sur ça, je reviendrai là-dessus. Alors je laisse mon confrère Atisso vous poser une question, s'il vous plaît. Et après tout, on reviendra sur notre téléspectateur. Monsieur le Président, j'ai frère et ami, une question qui se scinde en 3 questions ici. Aujourd'hui, est-ce que vous réclamez centriste ou bien quelle partie de l'opposition au Togo, puisque on sait qu'on a les radicaux, les centristes et le parti au pouvoir. Alors, Monsieur le Président, vous n'êtes pas sans savoir qu'on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Donc, vous avez été aux affaires et on a vu vos mains aujourd'hui au Togo. Est-ce que vous avez fait quelque chose durant au cours de votre temps à l'administration, que si on vous porte encore aujourd'hui, vous allez le faire différemment? Et aussi, est-ce que concrètement, du fond de votre cœur, Monsieur le Président, est-ce que les élections vont régler le problème du Togo? Voilà mes questions pour le moment. Non, les questions sont toutes pertinentes, les unes que les autres. Les élections n'ont jamais, en tout cas, comment dire, constitué l'unique solution donc, pour toute nation. C'est les politiques publiques que vous allez décliner. Le fait d'obtenir la confiance des investisseurs, du secteur privé,
d'avoir une administration performante, efficace, donc de lutter contre la corruption. Ce sont tous ces éléments-là, avec un cap qui est fixé, qui permet donc, au-delà des élections, de faire avancer notre pays. Merci. La deuxième chose, vous demandez, oui, il y a centré, il y a ceci. Je vais vous dire, nous sommes campés, du moins dans l'opposition. Nous ne sommes ni une extra-croissance d'une formation politique, pas plus que donc un supplétif d'un regroupement de partis politiques. Nous ne sommes pas centristes. Nous sommes l'alternative à l'alternance. Vous êtes l'alternative à l'alternance. C'est-à-dire tout ce que les gens essayent là. Donc ce mouvement-là est une alternative pour permettre aux Togolais de vivre l'alternance, en tout cas sous un moyen horizon. Ok. Nous allons recevoir... Ok, vas-y, allez-y. Allez-y, M. Tissot. Non, il a eu une question. Je vais vous dire, la maison... Mon père dit à personne âme, si tu participes à la conspiration contre la vie de quelqu'un, la mort que Dieu a prévue pour toi, ce n'est pas elle qui t'emporte, c'est une autre, de manière inattendue. Pour dire que j'ai aidé du mieux que je peux faire. J'ai protégé des vies. Lorsque ça chauffe et que je sais que quelqu'un est en danger, même s'il n'est pas de mon camp, je fais tout pour le prévenir. Ceux qui sont là aujourd'hui, plus âgés que moi, qui ont fait le combat, il y a beaucoup d'honnêtes gens parmi eux. Ils vous diront ce que j'ai fait. Mais dans tous les cas, nous avons besoin d'être ensemble. Nous avons besoin de nous entendre sur l'essentiel. Parce que les problèmes sont transversaux. Ce qui se passe donc dans la région maritime, ou ce que vivent certains dans la région maritime, c'est pratiquement la même chose que d'autres vivent dans les autres régions. Nous avons un dénominateur commun en ce moment, c'est la misère, c'est les difficultés. Est-ce que quand tu regardes les gens de toute façon dans la rue, oui, la lumière qui doit sortir de leurs yeux ne sort plus parce qu'ils sont préoccupés, ils sont angoissés, ils sont faim. De quoi sera demain l'avenir de mes enfants? Ils sont très diplômés, mais ils sont à la maison. On donnait l'exemple donc du recrutement au niveau de l'enseignement, des instituteurs. 2000 places, 25 000 candidats. Qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on est dirigeant, on n'est pas interpellé par cette scène? Oui, on est interpellé. Même si on n'est pas dirigeant et qu'on a servi et qu'on est de tout temps une figure du pays, on est interpellé. Comment on fait? Parce que c'est aujourd'hui ça. Dans 5 ans, ça va être comment? Dans 10 ans, ça va être comment? Si nous continuons les mêmes politiques, si nous continuons du moins à déclarer du moins les mêmes stratégies de monde public, comment ça va être? Et donc il faut une remise en cause. Il faut qu'on soit honnête. Et qu'on dit que de toute façon, nous avons essayé ce chemin, ça n'a pas marché. Moi, je suis contre les gouvernements militants. Les gouvernements militants, parce que donc Yves Kenao a gagné donc les élections, et bien sous son soutien, les gens sont partis. Non. On ne peut pas prendre un gouvernement militant pour diriger une république. Parce que la république, c'est la chose commune. Ça appartient à tout le monde. Mais le fait de prendre des gouvernements militants produit la situation où vous vous retrouvez devant les gens d'un même village, d'une même ethnie, d'un même parti, un peu partout. Et donc, moi, je dis, le monde a changé. Le monde a changé. Donc, les 2 fois que moi, j'ai discuté avec le président Macron et qui m'a donné sa vision avant d'être candidat. En fait, les talents se trouvent à gauche, à droite. Mais à chaque fois que la gauche arrive au pouvoir, on ne veut pas prendre les talents qui sont à droite parce qu'on va dire que non. Qu'est-ce que le gars de la droite là va servir dans ce gouvernement de gauche? Aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut rassembler les talents. Vous me donnez
diriger dans le pays. Parce qu'en fait, le plus important, c'est le résultat. Monsieur le Président, le temps qu'on nous a imparti tire pratiquement vers sa fin, mais il y a un auditeur, notre auditeur veut toujours poser une dernière question pertinente. Alors, monsieur le téléspectateur, bonsoir. Bonsoir, monsieur Kenao, je reviens encore à la charge pour une dernière question. Ouais. Parce que le président vient de dire que l'opposition peut présenter une candidature unique contre Faure Yafingbe, alors que nous savons que monsieur le président Faure Yafingbe va maintenant pour son 4e mandat, alors qu'on parle de l'alternance, alors que lui-même il est présidentiel. Est-ce que monsieur le président peut nous expliquer aujourd'hui le fait que le 4e mandat que le président doit faire, parce que celui qui organise les élections, il ne peut pas le perdre. On a vu Ibeka, on a vu Paul Biya. On revient encore à la charge pour dire qu'il faudrait que l'opposition présente une candidature unique contre Faure Yafingbe. Est-ce que cela est possible, monsieur le président? Pour qu'il ait l'alternance, est-ce que cela est possible? Il demande si c'est possible à l'opposition togolaise de présenter une candidature unique. Vous savez, je disais tout à l'heure que la cause que nous portons est plus grande que nous, est plus grande que nos ambitions individuelles. Moi, je déclare ici, devant votre télévision, si un candidat a la faveur du peuple et que de toute façon ce n'est pas la mienne, je soutiendrai celui que le peuple aura désigné pour pouvoir réaliser donc l'alternance en 2020. Est-ce que monsieur le Président peut répéter ceci au peuple togolais pour lui montrer son honnêteté intellectuelle et politique et morale? Je répète. Nous tous, nous voulons l'alternance. Et je dis bien, la solution, c'est de présenter un seul candidat, pas deux. Si quelqu'un dit que lui, il est de l'opposition et qu'il se présente, en tout cas, on va l'interpeller. C'est un seul candidat. Et si ce candidat-là a, je dis, le soutien du peuple, et que c'est pas ma... Mon confrère Atisso veut poser une question avant que je revienne sur votre question de croyance religieuse. À ma question de croyance religieuse de monsieur le Président, parce que la foi dans toute chose joue un rôle très, très, très déterminant. Alors, monsieur Atisso, votre question. Alors, monsieur le Président, je voulais d'abord vous demander aujourd'hui, concrètement, au Togo, nous, chaque fois, s'il y a dialogue ou bien tous les dialogues qu'on avait fait, on n'avait pas invité l'armée. Mais, je le dis encore, l'armée constitue un pouvoir au Togo et qui est à tous les niveaux. Alors, et moi je me dis souvent que l'armée prend toujours l'engagement au niveau du gouvernement. C'est pourquoi il défend seulement les gouvernants. Est-ce que on peut faire un dialogue avec l'armée pour leur insinuer le rôle de l'armée, que l'opposition ait aussi des citoyens à protéger? C'est ça ma question. Encore, ma deuxième, c'est une invitation. Et je ne sais pas si vous serez libre. En mi-novembre, nous sommes en train d'organiser un forum avec certains dirigeants de la C14 ici. Vous pouvez être parmi nous via Skype si vous le voulez. Donc, je vous mets ça dans pour que vous réfléchissez sur ça. Oui, non, je note ça sur mon agenda. Le mois venu, c'est aussi disponible. Vous savez, je suis très faible. Je viendrai de me partager, si vous voulez, les débats avec vous et nourrir ce forum-là de mes convictions et puis de la manière dont je projette le pays. Mais maintenant, on reprend donc... Également, et aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que la diaspora joue un rôle prépondérant dans la crise aujourd'hui.
est-ce que vous comptez étendre votre mouvement à la diaspora ou bien est-ce que vous êtes déjà engagé avec la diaspora? Je vous remercie. Oui, c'est que par rapport à cela, je pense que, ayant lancé le mouvement donc le 20 octobre, aujourd'hui on est le 28, et que vous me donnez cette occasion de parler, de m'adresser à mes compatriotes qui sont là-bas, aux Africains également donc qui sont là-bas, je suis sûr que vous allez vous organiser pour donc construire, si vous voulez, des structures qui permettront donc de faire propager davantage nos convictions, l'énergie que nous avons et les démultiplier pour que rapidement nous puissions arriver à des résultats qui donnent satisfaction aussi bien aux Togolais qu'à nos frères et sœurs qui sont au niveau de la diaspora. Maintenant, par rapport à l'armée. Par rapport à l'armée, la proposition faite par notre formation politique au début de l'organisation donc de ce dialogue, du format du dialogue, nous avons cité l'armée. Que l'armée est un interlocuteur du monde important. Et que du monde à ce dialogue-là, ce que l'armée devait déléguer, devait être des gens de plein de pouvoir. Quand on pose une question, ils nous répondent. Ils ne nous disent pas que c'est une autre hiérarchie avant d'arriver. Cela, mais en face, les gens ne passent. Mais quelques jours plus tard, nous avons entendu de toute façon un haut responsable déclarer, du moins que ça va le consentement de façon de nos frères, donc de l'armée togolaise. Bref, l'armée a son rôle à jouer. Je vous ai dit au début donc, de ce débat que quand un problème se pose dans une société, il faut avoir une démarche holistique, une démarche systémique. Prendre donc tous les corps sociaux, discuter, comme ça la solution est globale. On ne peut pas faire donc pour ceux qui ont marché, après on va faire pour nous autres qui sont de l'opposition qui n'ont pas marché, pour les chefs traditionnels, pour les opérateurs économiques, parce que le problème qui se pose est un problème global. Ce n'est pas un problème de tout homme qui met en face la C14 et une formation politique. Et derrière, c'est ça qui est remis en cause aujourd'hui. Monsieur le Président, vous avez beaucoup parlé de Dieu, du plan de Dieu. Quel rôle la foi joue dans votre vie en tant que père de famille, en tant qu'homme politique? Cher ami Yves, oui. Si je n'avais pas la foi, je n'aurais pas la chance de dialoguer avec vous ce soir. Okay. Vous savez, je dis aux gens, faites attention avant de décider d'envoyer quelqu'un en prison. Vous ne savez pas ce que c'est. Si vous savez ce que c'est, avant d'envoyer aussi injustement quelqu'un en prison, vous allez réfléchir beaucoup. La réalité, c'est que nous sommes habitués à notre âge là, quand nous voulons dormir, nous fermons nous-mêmes la porte. Mais de l'autre côté, quand nous montons en prison, c'est de toute façon quelqu'un qui peut être de toute façon ton serviteur à la maison, qui peut être ton coursier et qui ferme brutalement la porte sur toi, qui te montre que tu es indigne, qui t'enlève ta dignité d'être. Tu sais, ce qu'on vit en prison, si tu n'es pas courageux, tu vas te suicider en prison. Parce que tu vas être indigne de toi-même. J'ai fait 60 jours de prison. Moi-même, je dis à Guantanamo, à Cara. Et ceux qui opéraient là, ces choses, comment je dis, c'est des bérets rouges. Et donc, j'ai l'habitude de dire que j'ai fait une prison militaire. Je n'ai rien fait, rien. Ce pourquoi on m'a arrêté a été jugé déjà en France. Je vais voler l'argent de Kenao, Yves, et puis je vais aller me cacher sur son père. Je vole l'argent d'Agence française de développement et je vais aller demander aux Français de me donner asile. Il faut de toute façon prendre les Togolais pour des bouillons, pour des cons, pour leur faire avaler des choses comme ça. Et il y a eu des juges aussi qui savent ça et qui font ça parce que c'est des ordres. Non, je refuse cette société. Je refuse cette société. Deuxième chose, incendie des grands marchés de Lomé. C'est mon vice-président Gérard Adja qui a été pris le premier. Et après, je me cherchais avec un simulacre de levée de mon immunité parlementaire. Il faut qu'on fasse attention. J'ai vécu cela. Mais en fait, à chaque fois que je dors, je le vois. Il me parle. Il indique des passages de psaumes que j'ai lus. C'est pour ça que j'ai dit, faites attention. Ne faites pas du mal. Parce que vous allez le payer.
Ne faites pas du mal à quelqu'un parce que vous pensez que vous êtes puissant. Vous avez le pays. Attends, tu vas voir. Ce qui de toute façon a donné affaire et a marché chez les gens parce que de toute façon ils ont un semblant de pouvoir. Attends, tu verras la fin. Monsieur le Président, qui structure ma relation avec Dieu. Et puis bon, une expérience personnelle, c'est que de toute façon j'étais à l'exil avant que mon père ne meure. Mais je rentre à l'église, mais anticipé. Et le docteur venait me dire que ton père va mourir. Je dis non, il ne va pas mourir. J'ai dialogué au moins pendant 15 minutes. Et il a indiqué le passage de la Bible que je dois prendre pour lui dire. Donc quand tu as ça dans ta vie, tu es obligé de toute façon, en fait, de l'évoquer souvent. Voilà. Voilà, Monsieur le Président, vous avez occupé beaucoup de postes. Vous avez connu la gloire. Vous avez connu tout ce qu'il faut connaître au Togo. Et pourtant... La prison, l'humiliation, les crachats, et comment on dit ça, l'ingratitude. Oui, j'ai connu. Voilà. Et pourtant, vous continuez la politique. Non, je continue. Vous la faites par plaisir de le faire, vous la faites par conviction, ou vous la faites justement parce que pour mission non accomplie, non achevée. Autre chose, je fais la politique par conviction, je fais la politique parce que j'ai une mission de montrer le chemin. Laquelle, Monsieur le Président? Mais c'est ce que nous avons commencé par faire. Je montre le chemin. Par exemple, donc, il y a une crise. Vous n'avez pas trouvé de solution pour la crise. Mais de toute façon, peut-être c'est pas moi que Dieu va remettre la clé. C'est vous de trouver la solution. Donc, notre formation de toute façon peut demain, de toute façon, être la clé à la solution que recherche le peuple togolais. Est-ce une prophétie? Pardon? Est-ce une prophétie? Je crois que chacun est prophète en soi, mais il faut aller à la rencontre de soi-même pour pouvoir de toute façon savoir ce que Dieu veut de vous. Et moi, j'arrive de toute façon à aller à la rencontre de moi-même et je sais à peu près comment ça va se passer. Ok, Monsieur le Président, ici, un scoop, une question scoop, directe. Oui. Est-ce que Monsieur le Président serait candidat aux élections présidentielle de 2020. Est-ce que le président du mouvement patriotique pour la démocratie et le développement serait candidat au présidentiel de 2020? Droit dans les yeux, je vous dis ceci. 2010, j'ai été candidat à l'élection présidentielle. Et les vrais scores que la formation qui m'a investi a eu ont démontré que le parti avait une visibilité territoriale, ce qui justifia donc le procès, la dissolution. 2015, j'ai été investi pour les élections présidentielles. Mais il y a une certaine démarche tendant à rassembler donc l'opposition autour de ma candidature. Mais lorsque Jean-Pierre Fabre s'est levé le premier pour aller déposer sa candidature, je me suis dit, déjà ça va être difficile, mais si on est deux, ça va être plus compliqué pour lui. C'est pour cela que je me suis abstenu. Nous irons au congrès ou à la convention pour désigner les candidats. Si mon parti m'investit, je serai candidat. Si mon parti m'investit pour 2020, je le serai. Inch'Allah. Si je le suis, il y a de fortes chances que je n'emporte aisément. Ok, Monsieur le Président, ça c'est ma toute dernière question. Ma toute dernière question, c'est une question à laquelle j'ai pensé profondément avant de vous la poser. Que voudrez-vous que le peuple togolais retienne de Monsieur Kodjo Agboyome? Vas-y, je n'ai pas bien compris la question, je vais répondre. Ok. J'ai dit, que voudrez-vous que le peuple togolais retienne
de M. Agoyome? Que voudrez-vous que le peuple togolais pense de vous? Que voudrez-vous que le peuple togolais fasse pour que votre mission soit accomplie? Je souhaite que le peuple togolais comprenne que ceux qui ont une grande mission sont persécutés. Toute la persécution que j'ai vue dans ma vie, y compris Frère Jardin, dont vous n'avez pas parlé. Ça, c'est notre chapitre. Écoutez-moi bien. Qui continue, j'ai dit Frère Jardin, dont vous n'avez pas parlé. C'est-à-dire que quelqu'un d'autre est responsable de nous. On trouve un bouquet. Et donc, je dis qu'ils retiennent que quelqu'un qui a une grande mission, il est persécuté. Et que moi-même, j'ai conscience que j'ai une grande mission. Partout où il m'est donné l'occasion de servir la nation, je l'ai servi avec engagement, passion et amour. Mais retenez aussi utilement que vous va vouloir assumer de grandes fonctions si vous n'aimez pas votre voisin, si vous n'aimez pas le peuple. Moi, j'aime le peuple togolais. Et beaucoup de gens peuvent témoigner réellement que j'aime le peuple togolais. Je ne l'aime pas parce que de moi, j'attends forcément de lui, quelque chose de lui. Mais ici, Dieu qui nous a fait aimer amour, essaie de dégager cet amour-là, de l'exprimer, d'être empathique, d'avoir de la compassion pour les femmes. Et donc, ce qu'il doit penser de moi, oui, que le Seigneur a mis en son sein un élément, une personne qui peut transformer son destin. Maintenant, ce qu'il doit retenir aussi, c'est que je suis visionnaire. Je vois avant les autres. Je vous ferai une confidence. Toute la bataille que nous avons eue au printemps 2002, qui a fait du bruit dans le monde, il est temps d'espérer, avec tout ce qui a suivi. Il y a quelqu'un qui m'a vivement combattu, qui m'a appelé il y a un mois, et qui me dit finalement, c'est toi qui avais raison. Je ne peux rien avouer. Bien. Ça, les mots me manquent. Les mots me manquent. Vous avez été précis, vous avez été concis, vous avez été aussi clair que vous pouvez l'être. Et je pense que le peuple togolais vous a entendu. Qu'il va réfléchir doublement encore sur tout ce que vous lui avez dit. Ça venait direct du fond de votre cœur. Si vous n'aimez pas quelqu'un, si vous, M. Agbeme, vous n'aimiez pas le peuple togolais, vous n'aurez pas dit ce que vous avez dit. Vous lui avez dit ce que vous avez dans votre cœur pour lui. Et c'est ce qui est le plus important. Ils vous ont entendu. Surtout la diaspora togolaise, à travers le monde entier, vous a entendu. Elle a pris note. Elle attend que vous fassiez les premiers pas, que vous lui prouviez que ce que vous lui avez dit aujourd'hui sera fait si elle vous fait confiance. Commencez, montrez-nous le tout petit peu, l'iceberg de tout ce rêve que vous nous permettez de rêver, si je peux me répéter. Et ensemble, on va conduire ce bateau à bon port. Mais avant de vous laisser partir, je sais que vous aimez le peuple togolais. Dites-lui un mot. Monsieur compatriotes, vos enfants, vos frères de la diaspora m'ont offert par la magie de la technologie
la possibilité de m'adresser à vous ce soir, de vous dire ce que j'avais dans le trait, ce que j'ai dans mon cœur, dans mon esprit. Continuez de faire confiance à Dieu. L'inattendu peut se produire. Je suis sûr que nous sortons des ténèbres et qu'une grande lumière est sur le chemin. Ayez encore confiance, supportez un peu. Donc, les charges, les souffrances que vous avez, mais je crois que donc la solution n'est pas loin. Parce que Dieu a décidé de faire quelque chose de grand pour vous, pour nous, pour nos enfants et pour les générations futures. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie. Et encore une fois, merci pour avoir accepté notre invitation. Que Dieu Tout-Puissant vous protège, qu'il vous bénisse et qu'il vous donne ce wisdom américain, ce wisdom, cette sagesse humaine de conduire la tête, de conduire les affaires de votre mouvement d'abord et ensuite de conduire les affaires du peuple togolais. Ça, j'en suis sûr, parce que tout ce que vous venez de nous dire, j'ai tiré beaucoup de leçons. J'ai appris beaucoup de choses. Et je me suis dit que si le peuple togolais avait suivi cette trajectoire, aujourd'hui on serait déjà au bout du tunnel. Que Dieu Tout-Puissant, encore une fois, vous protège et qu'il vous garde. Et merci infiniment pour votre disponibilité. Ensemble, nous allons conduire le train, le bateau à vos ports, j'en suis sûr. Merci beaucoup encore une fois. Et merci. Et à bientôt. Merci beaucoup encore une fois. Merci. Et à tous les téléspectateurs de Tempo Afrique TV, nous vous disons merci. Et avec votre permission, nous remercions Monsieur le Président Agboyome, si je peux ainsi m'exprimer. Vous, chers téléspectateurs de Tempo Afrique TV, ce monsieur-là que vous venez d'écouter, vous savez, Yves Kenao dit ces choses comme ça en passant. Mais quand il est dit, à 99,99%, elle se réalise. Ce monsieur-là que vous avez vu aujourd'hui, ou du moins ce monsieur-là que vous voyez sur votre écran, notez bien sur vos calepins. Notez bien sur vos calepins. C'est le prochain président de la République du Togo. Je m'arrête là. Ne me demandez pas comment je le sais, mais je vous dis tout simplement, c'est le prochain président de la République togolaise. Passez une bonne nuit et à la semaine prochaine. Bye. Nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Téléphone 612 729 01 76. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction